Alors bienvenue à notre débat sur les libertés fondamentales à l'épreuve de la répression en France et dans le monde. Donc on va commencer par une introduction. On ne compte plus le nombre d'articles de presse qui nous montrent à quel point la liberté de manifester est précieuse. Les manifestations pacifiques basées sur la désobéissance civile du 12 juin 2019 à Hong Kong ont particulièrement ému l'opinion internationale. Elles visent le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine des criminels qui ont été considérés comme une intrusion de la Chine dans le système juridique indépendant de Hong Kong. L'usage d'armes, de balles en caoutchouc et de projectiles en sachet de lacrymogènes contre les manifestants et le mouvement a été très particulièrement montré. Et puis on peut noter aussi que c'est un mouvement qui est sans leader, qui est horizontal, un peu comme les Gilets jaunes en France. Donc nous voyons pour des raisons d'ordre public, que des avancées par les autorités. Nous voyons pour des raisons d'ordre public avancées par les autorités, nous constatons que la répression est exacerbée au niveau législatif, avec la loi anti-casseurs, avec la répression des manifestations. Et on a aussi la loi SILT qui renforce la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste. Et toutes ces trois nouvelles lois sont des lois qui atteignent les libertés individuelles. Alors aujourd'hui, les libertés fondamentales sont-elles à l'épreuve de la répression en France et dans le monde? Pour répondre à cette question, nous avons invité Nicolas Crémeyer, responsable du programme Liberté d'Amnesty International, et Serge Grosvac, qui est un gilet jaune du rond-point de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Donc je vous parlerai dans un premier temps de l'évolution juridique de la liberté de manifester. Ensuite, Nicolas nous parlera de son association et de ses actions et de son analyse sur les mouvements sociaux et sur la répression. Et enfin, Serge nous expliquera son vécu en tant que gilet jaune et puis les atteintes qu'il a pu constater sur les libertés individuelles. Alors, individuellement ou collectivement, nos libertés sont réprimées. Donc, là, je vais vous parler de l'évolution juridique de la liberté de manifester. Donc ce n'est pas comme le droit de grève, ce n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution, même si dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on fait référence à la liberté de ses opinions religieuses et des manifestations pourvu qu'elles ne trouvent pas l'ordre public. On a aussi la décision constitutionnelle de 1995 qui reconnaît le droit à l'expression collective. Donc on a deux lois fondatrices qui parlent de la liberté de manifester. On a le décret-loi de 1935 qui a été abrogé en 2012, mais dont on a gardé quelques dispositions dans les articles du Code de sécurité publique, qui était la conséquence de manifestations anti-parlementaires. Et depuis 1994, dans le Code pénal, le Code pénal reconnaît la manifestation comme liberté et punit les entraves à la liberté. Le fait d'entraver d'une manière concertée à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion, de manifestation est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et on a aussi le droit international qui a évolué à ce niveau-là. On a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 10, qui dit que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de manifester. Elle est entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne de 2007 et a une portée contraignante. Donc elle s'applique à tous les États membres de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui a un statut de convention internationale, donc elle est entre la loi et la Constitution en France, et elle s'applique grâce à l'article 55 de la Constitution de 58. Ensuite, avec ces bases juridiques qui confirment la liberté de manifester, on a des lois répressives qui sont apparues par la suite. Donc on a la loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance de 1970, qui fait suite aux événements de 68, sous Pompidou. Et puis Mitterrand l'a abrogée en 81, suite à sa promesse électorale. Donc elle comportait le fait de réprimer les actions collectives de violence, de personnes ou de biens, et de réprimer les séquestrations de chefs d'entreprise. Ensuite, en 2019, une nouvelle loi est apparue. C'est la loi renforçant la lutte contre les violences des personnes chargées d'une mission de service public.
Donc c'est la loi qu'on appelle anti-casseurs. Donc on note le changement de vocabulaire entre la loi de 70 et la loi de 2019. Qui, sous prétexte de violence envers les forces publiques, va faire passer un certain nombre de mesures contre les libertés individuelles. Donc le gouvernement n'a plus aucun scrupule à liguer la population contre les forces de l'ordre et vice-versa. Donc à la base, c'était une loi inspirée d'un projet d'un sénateur qui s'appelle Bruno Retailleau, un sénateur Les Républicains. Et l'AREM, le gouvernement, l'a repris pour ce projet de loi. Donc on a le droit maintenant à présent d'inscrire au fichier des personnes recherchées les personnes qui sont interdites de manifester. On a le droit d'intervenir si un délit est commis ou risque d'être commis. Donc la loi pénale qui prône la commission d'un délit pour pouvoir sanctionner. Là cette fois-ci on peut agir en prévention. On a le mise en examen qui est sanctionné par l'interdiction de manifester avant même d'être jugé. Donc on voit bien qu'il y a certaines libertés fondamentales individuelles qui ont été oubliées par ces lois-là et justement restreintes par ces lois-là. Donc là je vais laisser la parole à Nicolas Crémeyer qui va nous parler d'Amnesty International et de vos actions. Très bien, merci beaucoup Shaista. Écoutez, merci de m'avoir invité. Donc Amnesty International, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une organisation non gouvernementale basée dans 70 pays qui a comme mandat et comme mission de défendre les droits humains internationalement reconnus. Parmi ceux-ci, bien évidemment, la question des libertés fondamentales et la question de la liberté de réunion pacifique ou de la liberté de manifester, comme on l'appelle en France, est un enjeu central dans le travail d'Amnesty depuis sa fondation en 61. Donc concrètement, je travaille sur la question des manifestations et des entraves arbitraires ou disproportionnées au droit de manifester dans de très nombreux pays, mais il se trouve que depuis maintenant 3 ans, on a commencé à s'intéresser aux entraves en France à la liberté de manifester. Comment on est venu à ça? On est venu à ça parce qu'on suivait la mise en œuvre de l'état d'urgence tel qu'il se déployait en France, et il visait, dans les déclarations, il visait à essayer de réprimer la menace terroriste, en tout cas d'empêcher la commission d'un certain nombre d'actes. Et donc on a pu documenter les principales mesures de l'état d'urgence, qui étaient notamment les assignations à résidence, qui étaient notamment les perquisitions administratives, et qu'on retrouve aujourd'hui partiellement dans la fameuse loi SILT dont vous avez parlé en introduction. Mais ce qui nous a aussi intéressé, c'est de voir comment l'état d'urgence pouvait atteindre et attenter à d'autres libertés en France qui ne visaient pas directement la menace terroriste, mais tout simplement la mobilisation sociale. Et ce que l'on a pu voir, c'est que l'une des principales mesures utilisées et autorisées grâce à l'état d'urgence, c'était la possibilité d'interdire des manifestations en général, sous l'autorité seule du préfet, sur des motifs extrêmement flous. Et c'était aussi la possibilité pour le préfet d'interdire à des personnes nommément de manifester sans passer par la case justice. Ce qui est extrêmement inquiétant quand on parle d'état de droit et quand on parle d'équilibre des pouvoirs. Et donc on a commencé à bosser dessus, et on a fait donc une longue enquête qui était vraiment centrée sur les entraves au droit de manifester liées à l'état d'urgence. Mais très rapidement, on s'est aperçu, et là j'en viens à la situation actuelle, que ce n'était pas simplement le cadre juridique exceptionnel créé par l'état d'urgence qui avait des conséquences très directes sur le droit de manifester, c'était aussi les dispositifs policiers mis en œuvre, mis en place, qui changeaient assez radicalement par rapport à ce qu'on avait pu connaître auparavant. C'est-à-dire que c'était vraiment les stratégies de maintien de l'ordre employées sur le terrain qui commençaient à changer. Donc, typiquement, ce qu'on a pu voir et qui était très peu présent
avant 2015-2016, c'était la question des NAS. Les NAS, c'est-à-dire le fait d'engager des personnes, qui est une mesure de dernier ressort en droit international. C'était des NAS qui se multipliaient, c'était le fait de couper des cortèges, c'était le fait d'entourer ou de filtrer l'entrée des manifestations avec des points fixes où il était extrêmement difficile de pouvoir à la fois entrer, mais où on a commencé à voir des confiscations de matériel, où on a commencé à voir le fait que du matériel basique de protection contre les gaz lacrymogènes était confisqué à cette occasion-là. Donc c'était à l'époque, on laissait les foulards si on voulait rentrer en manifestation, si on avait du sérum physiologique, on devait le jeter, etc., etc. Et donc voilà, ça a donné lieu à un rapport. Et puis bon, on sort de l'état d'urgence, on se dit que le cadre général est à peu près préservé, et puis arrive concrètement un certain nombre de manifestations, de mobilisations ont lieu. On a plutôt l'impression, dans un premier temps, que sous la présidence Macron, un certain nombre de stratégies de maintien de l'ordre ne sont plus employées. Et puis arrive décembre 2018, les Gilets jaunes, et là, une espèce d'explosion de l'ensemble des moyens d'entraver une manifestation que l'on voit se mettre en place très rapidement. Alors, j'en citerai 4 axes. Le premier, c'est l'usage complètement massif et disproportionné d'armes considérées comme des armes de guerre. Donc c'est la question bien évidemment du LBD 40, c'est la question des grenades de désencerclement ou des grenades explosives GLIF-4 qui, on le rappelle, les grenades, on est quand même le seul pays de l'Union européenne à utiliser en maintien de l'ordre ce type d'armement. Concernant les LBD 40, on est l'un des seuls pays de l'Union européenne à l'utiliser en maintien de l'ordre, mais en tout cas aucun pays de l'Union européenne ne l'a aussi massivement utilisé que pendant les premières semaines et les premiers mois du mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est vraiment la question des armes, c'est la question de vouloir interpeller, taper et pas simplement repousser des manifestants, qui était quand même la base des stratégies de maintien de l'ordre dites à la française, c'est-à-dire on repousse avec du gaz lacrymogène mais on ne va pas au contact, on ne va pas à l'affrontement. Ce que l'on a très rapidement vu, c'est des unités de police qui ne sont absolument pas formées au maintien de l'ordre, employées pour aller taper, interpeller et aller au contact. Ce qui a créé, loin d'avoir apaisé les tensions, ce qui les a décuplées en manifestation. Et donc, on peut bien évidemment, en tout cas ce que l'on peut constater, c'est que la stratégie de maintien de l'ordre employée, si elle visait officiellement à faire baisser le niveau de tension et de violence des manifestants comme de la police, a en fait largement contribué à envenimer les choses sur le terrain. Troisième axe, très rapidement, que l'on a pu observer à partir du 1er décembre, ce sont les interpellations massives. Les interpellations massives avec, et ça, il est important quand même de pouvoir en parler, je veux pas être trop long, mais pour moi c'est quand même une question aujourd'hui centrale. C'est pas quelque chose qu'on voyait autant par le passé. Aujourd'hui, on est d'après les chiffres officiels, on est à plus de 11 000 interpellations et gardes à vue en France depuis le 17 novembre 2018, ce qui est concrètement aujourd'hui du jamais vu en termes de répression judiciaire d'un mouvement social. Et c'est un point extrêmement important parce que c'est pas quelque chose qui était comment dire, ça a été une stratégie délibérée de se dire on va interpeller et on va empêcher un certain nombre de manifestants de pouvoir le faire sur des bases qui nous semblent extrêmement dangereuses, puisque l'essentiel des interpellations se font sur des motifs qui sont en droit international, qui enfreignent clairement le droit international. C'est la question du groupement en vue de commettre des violences qui
n'avait jamais été véritablement employé, en tout cas pas de manière aussi massive du point de vue de la répression des mobilisations sociales. Et là, on sort ce hochet de l'arsenal judiciaire français pour se dire, ah bah tiens, voilà, toute personne qui aurait quelque chose qui pourrait éventuellement servir à blesser ou à se protéger représente une menace potentielle. Potentiellement, il veut commettre des violences, et donc ça va nous donner moyen de l'interpeller, de le placer en garde à vue et éventuellement même de le déférer au tribunal. Et cet angle de la répression judiciaire est aujourd'hui ce qui nous semble l'un des points les plus inquiétants aujourd'hui et sur lesquels je pense on pourra revenir. Enfin, dernier axe, l'impunité des forces de l'ordre en France est une réalité documentée, connue depuis de très nombreuses années. Amnesty International et bien d'autres ont fait des enquêtes et des rapports qui montrent que les mécanismes d'enquête sur les agissements de la police, en gros l'IGPN pour la faire courte, ne sont pas opérationnels, ne sont pas efficients, tout simplement par manque d'indépendance de l'IGPN et par manque de moyens donnés aux enquêtes. Et puis par une forme d'impunité de fait qui fait que dès qu'un policier est mis en cause, il y a une protection immédiate de sa hiérarchie, des syndicats, mais aussi des gouvernements en place. Et la responsabilité des autorités politiques, qui n'est pas neuve, hein, qui n'est pas uniquement du Castaner ou du fait, pardon, je vais essayer de m'exprimer un peu mieux, qui n'est pas uniquement du fait du ministre de l'Intérieur actuel ou de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est profondément enquisté dans la réalité française, sauf que là, on a atteint, vu la visibilité des violences policières commises, le niveau de déni de ces violences au niveau gouvernemental, on ne l'avait jamais observé à un tel point. C'est-à-dire que on a pu voir à plusieurs reprises Monsieur le Président de la République nous dire que les violences policières, ce n'était pas un terme qu'on pouvait employer, tout simplement parce qu'on était dans un état de droit et qu'il ne pouvait donc de fait pas y avoir de violences policières. On a pu voir aussi à chaque fois le ministre de l'Intérieur dire mais il faut attendre le contexte, alors qu'on avait des dizaines et des centaines de vidéos, de photos, de témoignages concordants à l'appui qui montraient un usage complètement disproportionné et arbitraire de la force. Voilà un petit peu sur les 4 points. J'ai déjà été un petit peu long, donc je vous redonne la parole. Merci Nicolas. Maintenant je vais donner la parole à Serge qui va nous témoigner un peu ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Alors, excusez-moi sur la forme, vous voyez, je me lève, je voudrais mettre un peu de poids dans ce que je vais dire parce que je pense que c'est grave. Et je voudrais parvenir à vous faire ressentir toute l'émotion et toute la gravité que je ressens sur cette situation. Le témoignage que je veux vous apporter simplement à partir de mon rond-point, c'est vous dire que j'ai des copines qui ont peur d'aller manifester. Et c'est pas normal. J'ai des copines, lorsque le gendarme est intervenu samedi, qui pleure, tellement elle a d'émotions, tellement c'est difficile, elle pleure pour pouvoir parler à un gendarme. Il y en a une autre, c'est une femme, elle a eu des enfants. Et elle m'explique que maintenant, comme elle vient manifester, elle a été obligée d'acheter des slips spéciaux. Parce qu'avec le gaz, ça fait tellement tousser le gaz, qu'elle en pisse dans son froc. C'est ça manifester aujourd'hui. Et c'est immensément grave. Et il y en a beaucoup qui effectivement ne viennent plus, ont peur. Ils ont leur opinion, mais ils ne peuvent plus l'exprimer. Et on peut toujours me chanter ce qu'on veut sur état de droit. Le droit, il se mesure à ce que les gens vivent. Et ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est odieux. C'est odieux. Et le deuxième témoignage que je veux vous amener personnel, donc j'ai été arrêté samedi sur les Champs-Élysées. J'ai manifesté mes idées. C'est-à-dire que j'y suis allé avec un ballon de baudruche jaune que j'ai gonflé. Et donc on est venu m'arrêter pour ça. Voilà, on est venu m'arrêter pour un ballon de baudruche. Va-t-on parler de liberté d'expression avec cela? Et si vous prenez toute la mesure de ce ballon de baudruche, tout ce que les gens ont dans le cœur, c'est qu'en fait, il y en a plein qui ont chanté autour. Qu'ils ont été obligés de bloquer les Champs-Élysées pour ce ballon de baudruche, que j'ai fini menotté, qu'on m'a amené au commissariat pour un ballon de baudruche. Ceci dit, ça se termine, on me dit « Ok, monsieur, on prend votre déposition, vous repartez ». Mais voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et ça se passe
relativement bien pour moi parce que je suis d'une famille de militants, je suis d'une famille de résistants et que je suis né dans cette éducation de ne jamais céder devant la force lorsqu'elle est injuste. Mais que de souffrance autour de nous. Lorsque j'ai été arrêté, on était nassé. Alors, chiffre officiel de la police, j'ai entendu 28 personnes. La panique, c'était dur pour les gens qui étaient avec moi. Parce qu'eux n'avaient aucune formation, aucune éducation à ça. C'est de la souffrance qu'ils font. Et ça, il faut le dénoncer avec la plus grande force. Parce que c'est nos libertés qui sont en train de déraper. Et il y a le point suivant. Parce que quand vous êtes gilet jaune, il y a plein de discussions. Et s'il y a quelque chose qui marque, c'est que beaucoup me disent, moi la politique avant je m'en occupais pas. Mais alors maintenant je discute, je me renseigne, j'apprends. Et ce que j'entends, c'est que tous ces gens qui apprennent, eh bien l'ensemble des pouvoirs, ils disent la police, non, elle est au service des puissants. La justice, non, elle est au service des puissants. Les médias, non, ils sont au service des puissants. C'est-à-dire que tous les pouvoirs perdent un à un toute leur légitimité. Et si vous pensez à l'avenir du pays, il faut penser à cette dimension-là. Elle est grosse, elle est lourde, elle est forte pour l'avenir. Alors effectivement, aujourd'hui, manifester devient extrêmement dur. Tu l'as dit. C'est... Vous déclarez une manifestation, vous êtes encerclé de CRS. Cet été, on était moins nombreux. Manifestation invisible, CRS devant, derrière, sur les côtés. Vous devez être rendu invisible. Si vous êtes un peu trop nombreux, on coupe en deux la manifestation et on camoufle et on décourage et on éloigne. Ça n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Ça n'est pas digne de l'idéal de liberté qui fonde notre pays. Alors c'est d'abord, je voudrais envoyer une alerte aux autorités parce que ce que vous faites, vous qui êtes au pouvoir, vous ne mesurez pas comment vous êtes en train de faire exploser le pays. Parce que la rage, elle est là. Et si vous imaginez par ces sales coups la faire taire, mais alors vous vous trompez comme pas possible. Imaginez que cet été on avait dit on va faire une pause, il y a les vacances. Non, pas possible. Pas possible, les copains ils veulent se revoir. Ils veulent se voir et ils veulent repartir à la bataille. On ne sait pas exactement comment les choses se mettent en place tout doucement. Mais s'il y a une chose qui est certaine, ça va exploser, ça va péter. Jamais je n'ai vu le pays dans cet état-là. Et jamais je n'ai vu les autorités aussi déconsidérées dans la tête des citoyens. Si ça mène pas à une révolution, ça m'étonnerait. Alors après, ça renvoie pour nous une autre question. Il faut qu'on s'adapte à cette stratégie liberticide. Il n'est pas question qu'on perde. Ils veulent nous empêcher de manifester. Ils nous mettent des PV. Ils veulent nous impressionner. Il nous faut nous adapter. Et à nous de bâtir cette stratégie. Vous savez, la résistance pendant l'occupation nazie, ils avaient un mot. On est à 1 contre 10, ou 100, et on se bat à 10 contre 1. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser. On se bat contre un pouvoir centralisé, nous dit on veut votre chef, on veut que vous manifestiez là. Dès qu'on centralise, ils peuvent nous taper dessus, sortir leur artillerie. Ils ont les médias pour cogner contre les leaders, ils ont la police pour cogner contre les manifestants. On dépasse tout ça, on décentralise tout, on agit partout. Chaque groupe, par affinité, par géographie, on monte des actions partout, non violentes, mais on y est partout. Et à chaque fois qu'on gonfle un ballon jaune, ils appelleront 10 quarts de CRS, ils appelleront des centaines de soldats, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais comme nous serons partout, à la fin c'est nous qui allons gagner. Et ça, nous pouvons gagner de la façon la plus constructive possible. Donc en fait, à partir de ces deux témoignages, on peut constater que la réflexion elle se porte entre l'équilibre entre les libertés individuelles et l'ordre public. Et là on remarque avec les nouvelles lois qui sont apparues que sous prétexte d'ordre public, on fait accepter aux gens des lois répressives, des lois qui privent les gens de leurs libertés individuelles. J'aimerais savoir si tu voudrais conclure sur ce sujet-là. Effectivement, on assiste en France depuis plusieurs années, mais je pense en tout cas que un des marqueurs, ça a été vraiment l'entrée dans l'état d'urgence, et on assiste depuis environ 4 ans à une régression progressive des libertés, sous prétexte, c'est toujours pareil, c'est sous prétexte de plus de sécurité.
L'état d'urgence, je disais que ça a été un marqueur, à notre sens, très important. Pourquoi? Parce que quand on habitue toute une population pendant 2 ans à une législation d'exception, une législation qui est faite, qui est reconnue en droit international, mais qui est faite pour répondre à des circonstances exceptionnelles dans des délais extrêmement circonstanciés et courts. Quand on habitue un pays à vivre sous des lois exceptionnelles, eh bien on voit bien qu'il y a une contamination progressive qui se fait à la fois dans les esprits, mais qui se fait aussi vers le législateur. Un exemple de ça. L'état d'urgence, une grande partie de ces mesures a été transposée dans la fameuse loi SILT, je le disais tout à l'heure. Mais ils n'ont quand même pas osé, dans la loi SILT, donner au préfet le pouvoir de pouvoir interdire une manifestation sans justification ou d'interdire administrativement à une personne de manifester. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a vu passer à travers la fameuse loi anti-casseurs? Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu quelque chose cette proposition de donner au préfet ce pouvoir complètement exorbitant. Alors, le préfet, c'est quand même le représentant de l'État, de l'exécutif, donc, on imagine bien que dans une manifestation qui revendique forcément contre un gouvernement, quel qu'il soit, on imagine bien que le préfet n'est pas forcément l'autorité la plus indépendante qui soit. Donc quand on confie ce pouvoir complètement exorbitant à un préfet, ça donne lieu à des dérives absolument délirantes qu'on a constatées dans l'état d'urgence. Mais ensuite, cette petite mesurette a fait son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé dans le programme, le pré-programme à la primaire de François Fillon. Et puis, bon, François Fillon n'a pas été candidat, n'a pas été élu. Et puis finalement, ça s'est retrouvé dans la proposition de loi Retailleau, dite loi anti-casseurs aujourd'hui. Heureusement, le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de parlementaires, a retoqué cette mesure. Donc le préfet, aujourd'hui, toujours, ne peut pas interdire préventivement à une personne de manifester. Mais on voit bien que c'est vraiment en train de rentrer y compris dans la mentalité d'un certain nombre de législateurs. Et je voudrais conclure par ça. Est-ce que réellement cette volonté de réprimer tout trouble à l'ordre public, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, en tout cas c'est la justification qui est faite, est-ce que les citoyens voient un résultat positif? Est-ce qu'on voit des manifestations plus non violentes, plus pacifiées? Est-ce qu'on voit un dialogue social s'instaurer? Est-ce qu'on voit les revendications des personnes sur leurs droits être prises en compte? Absolument pas. Ce que l'on voit, c'est que cette répression à tout prix crée du trouble à l'ordre public. Quand monsieur nous donne son témoignage, qui est celui d'un homme qui souffle un ballon jaune, et qu'à cause d'un ballon jaune, 28 personnes finissent nassées, un certain nombre finissent placées, amenées en tout cas au commissariat. Où est le trouble à l'ordre public? Qui génère du trouble à l'ordre public? Merci Nicolas. J'avais une question à te poser et ça permettra de conclure aussi. J'aimerais savoir si en fait toute cette répression, ça ne réveille pas en vous ce sentiment de révolte, ce sentiment d'injustice vis-à-vis de l'État? Alors, si tu permets, je voudrais réagir parce que je crois que c'est pas uniquement une question de loi. Cette situation arrive depuis quelques années. On assiste à une accélération, à une dégradation. Mais en fait, moi j'ai le souvenir des grandes victoires populaires avec des manifestations immenses qui n'en finissaient pas. Et l'État, à un moment donné, a perdu. Et je pense qu'ils ont tiré la leçon de ça. Ils ont dit comment nous allons vaincre les grèves pour les cheminots, les manifestations pour le peuple. Et à partir de là, ils ont commencé à dégrader la situation. Ils ont commencé à rendre insécures les manifestations. Que ce soit Nuit debout ou la loi travail, c'est systématique. Dès qu'un mouvement attire un peu de monde, des incidents sont provoqués au plus haut niveau. Et il y a une chose qui doit être relevée dans l'affaire Benalla.
on se centre sur lorsque ce con casse la gueule à 2 touristes. Mais ce qui est important, c'est que fait ce bonhomme dans les réseaux de commandement de la police lors des manifestations. Eh bien moi je suis convaincu, parce que j'ai trouvé très cohérent l'intervention de la police pour abîmer les manifestations, je suis convaincu qu'il est là pour ça. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau, on fabrique les provocations qui rendent impossible de manifester. Et des témoignages, j'en ai d'autres. Voilà, je peux pas être trop long là-dessus, mais moi je suis du Havre, je les connais les dockers. C'est des mecs très fiers, ouais, macho, voilà. Mais quand ils arrivent avec leur tambour, on est tous vachement heureux et fiers d'eux. Mais c'est aussi des adultes, ils savent ce qu'ils font. Le flic qui a donné l'ordre de gazer les dockers, il savait ce qu'il faisait. Alors ça a été un carnage, y compris pour les CRS derrière, ils en ont pris plein la gueule. Mais il faut bien mesurer que il y en a un qui a déclenché, qui a appuyé sur le bouton. Et il l'a fait exprès, contre les manifestations loi travail, dans un but politique. C'est une décision liberticide et qui n'est pas dénoncée au niveau où ça devrait. Donc voilà, oui, ça met en colère. Mais oui. Parce que le sentiment des gens, c'est que la revendication, elle est juste. Il y a quelque chose qui a changé. Dans les réunions, il y a plein de gens qui viennent, dans les réunions Gilets jaunes, des gens pour qui la vie, mais c'est pas possible. C'est un enfer, la vie. Et ils trouvent une place où tout d'un coup, on les regarde pas comme les moins que rien. Ils retrouvent d'autres gens qui, eux aussi, sont en enfer. Et du coup, ils sont en train de réaliser que ce qu'ils vivent tout seuls, ils sont des millions. Et que c'est pas juste, et que rien ne justifie ça. Et en plus, ils veulent le dire et on leur interdit. On les insulte. Alors oui, ça les met en colère. Mais c'est ce que je disais au début. Dans cette colère, c'est toutes nos institutions qui sont en train de s'effondrer. Et je revois le signal là-dessus. Parce qu'on va pleurer à un moment donné. Mais quand tout ça va tomber, comment on reconstruit derrière? Moi, tout mon engagement, c'est quand même pour un futur meilleur. C'est pas pour démolir. C'est pour construire quelque chose d'humain. Et là, on est en train de tout faire péter. Et mon appel, c'est aussi à ces gens qui applaudissent ce pouvoir sans se poser de questions. Mais quel con! Mais quel con, parce qu'ils vont en prendre plein la gueule. Ce qui s'est passé derrière l'étoile, avec la Jaguar qui crame, l'hôtel particulier qui crame. Entendez le signal. Entendez le signal. C'est des millions de gens qui ont cette colère au fond d'eux. Et si on n'est pas capable de donner une issue démocratique à cette exigence massive, eh ben oui, ça va péter parce qu'il n'y aura pas d'autre manière de l'exprimer.